Vous regardez New World Info, nous vous disons merci pour votre fidélité légendaire. Regard croisé ce soir, c'est le moment. Bienvenue à tous sur le plateau. Pour commencer, nous avons le directeur de publication Credo Tété, il est le directeur de publication du journal Le Médium. Et sur le même plateau également, nous avons Germain Pouli, il est le directeur de publication de Togo Réveil. Dans les minutes qui vont suivre, nous allons passer à la loupe l'actualité portant sur le sujet suivant. Sahel, 2000 écoles fermées depuis 2017 à cause des attaques djihadistes. Nous irons également au Sénégal, Nigeria, pour parler un peu de la protestation des résultats donnés juste au lendemain de la présidentielle dans ces deux pays-là. Nous irons également nous reviendrons au Togo, parler un peu de la Libye. Voilà un peu le chronogramme de ce jour. Bonsoir, messieurs. Les professionnels des médias, merci d'avoir répondu à nos appels. Merci Mathieu, bonsoir Germain. Merci pour l'invitation, bonsoir Mathieu, bonsoir Credo et bonsoir à tous les téléspectateurs. Ça fait un bout de temps que j'ai vu Germain et puis Credo sur le plateau comme ça. Oui, tout à fait. C'est pas facile de voir la sommité de la presse togolaise sur le plateau. Messieurs, nous allons aborder le premier sujet, Sahel. 2000 écoles fermées depuis 2017 à cause des attaques djihadistes. Germain Pouli, qu'est-ce que ça vous fait dire quand on parle des attaques dans ces pays-là, un peu au nord du Nigeria, également Nigeria, je parle bien sûr du Niger, voilà, Niger, Burkina, et puis le Mali, et on ferme les écoles, finalement, on est voué à quel sein? Oui, c'est vraiment déplorable. Vous savez, après la santé, ce qui est important pour l'homme, c'est peut-être pas la nourriture, mais c'est le savoir. Et c'est l'éducation, et quand on en vient donc à fermer des écoles, tout simplement parce que des individus organisés ont choisi donc de terroriser, d'inquiéter donc les populations, ça donne à réfléchir. Le phénomène prend de l'ampleur et donc les chiffres sont là aujourd'hui avec 2000 écoles fermées donc en 2017. Plus de 400 000 élèves, donc obligés de rentrer chez eux, plus de 10 000 enseignants contraints d'abandonner le travail. C'est des chiffres qui, dans des pays où la lutte contre la pauvreté, la lutte contre l'ignorance commence par l'éducation, il faut s'inquiéter donc sur l'avenir de ces trois pays-là essentiellement, un peu du nord du Nigeria aussi, mais essentiellement le Niger, le Burkina et puis le Mali qui sont concernés par ces chiffres. Là, ça montre aussi, encore une fois, l'incapacité donc de ces trois pays-là à assurer non seulement la sécurité à leur population, mais l'éducation qui est aussi précieuse que la sécurité. Et on ne peut que vraiment s'inquiéter, et comme l'a relevé la directrice exécutive de l'UNICEF, il s'agit tout simplement d'une grave violation des droits des enfants. Alors, Credo, pour vous, comment appréciez-vous cette situation-là qui perdure au nord de ces pays-là, le Burkina, le Niger et puis le Mali? Non, mais je dirais que c'est une situation assez désastreuse parce qu'arriver jusqu'à fermer plus de 2000 écoles, donc c'est l'avenir de cette jeunesse-là, ou bien de ces enfants qui est déjà hypothéqué. Et lorsqu'on parle de l'avenir de ces enfants, donc il faut par ricochet également toucher, disons, l'avenir même de cette société que nous sommes en train de construire, ou bien que ces enfants devront dans un proche avenir construire. Donc là, et également, c'est vrai, le souci premier, c'était la question sécuritaire ou bien de protection même de ces enfants, parce que je n'ose pas croire que c'est une décision assez facile, assez aisée pour les dirigeants de ces pays du G5 Sahel d'arriver à ces prises de décision. Mais dans un premier temps, on peut également essayer de comprendre, disons, leur audace, parce qu'il faudrait protéger des vies humaines. Et lorsque on considère comme l'enfant comme l'avenir d'une société, donc il faudrait, dans un premier temps, si c'est le sacrifice à faire
autant le faire. Mais ce que je voudrais aussi ajouter, c'est qu'il revient au G5 Sahel de mener la réflexion, de poser les jalons afin que la sécurité revienne dans ces zones et que ces enfants puissent avoir encore ce plaisir et ce loisir de retrouver les bancs d'école. Parce que l'autre question qu'on pourra se poser, que sont devenus ces enfants-là qui n'ont plus accès depuis 2017, donc ça fait deux ans qui n'ont plus droit, qui n'ont plus accès à l'éducation. Donc ces enfants-là, est-ce que ces enfants ne sont pas livrés à eux-mêmes? Est-ce que ces enfants ne sont pas de potentiels en griffe djihadistes qu'on veut également laisser à la merci de la société? Germain Pauly, c'est quand même une décision appréciée, non? Quand on sait que dans ces zones-là règne une insécurité qui ne dit pas son nom. Est-ce qu'il faut laisser les enfants aller à l'école et les voir après tués par des djihadistes, ça et là? Non, je crois que c'est une bonne décision. Et il faut saluer cette décision parce que déjà, quand on prend le groupe djihadiste donc, du Nigeria qui est dans ces tentacules un peu plus au nord, Boko Haram, oui. Le nom déjà est assez illustratif. Ça veut dire que l'éducation est un péché, c'est une malédiction. Donc, c'est des gens l'éducation des Blancs. L'éducation à l'occidentale, voilà. Oui, voilà. Donc, c'est des gens déjà opposés à l'éducation, à l'école, telle qu'elle est dispensée donc, par l'Occident. Et donc, c'est des cibles parfaites. Et on a constaté depuis donc quelques temps que les écoles sont ciblées, sont attaquées. Les écoles sont occupées. Parfois, quand on chasse, les élèves ils viennent occuper ces écoles-là. Ils s'en servent comme des installations militaires. Et donc, un gouvernement responsable qui est incapable d'abord de protéger les personnes, de grandes personnes, des gens qui sont régulièrement assassinés, pillés par ces groupes armés-là, ne pourra pas gérer une situation avec les enfants qui est beaucoup plus délicate. Et donc, c'est une décision à saluer, mais en même temps, c'est une décision regrettable, parce qu'une fois encore, la sécurité, c'est à l'État de l'assurer. Et quand nos États donc, sont totalement désarmés, on sait qu'il y a des grands risques face auxquels il faut toujours ou encore faire appel à des compétences ou à des appuis étrangers, mais quand on se rend compte que même réunis encore au sein du G5 Sahel, ils ne sont pas capables donc de combattre ce mal-là, ça donne à s'interroger. Et tout l'importance donc pour toute la communauté internationale, puisque de plus en plus aucun pays n'est épargné. Les pays occidentaux qui étaient tranquilles il y a quelque temps ne le sont plus. Et donc il faut une grande alliance dans ce sens-là pour essayer de réduire l'influence de ce terrorisme, de ce djihadisme précisément, sur la vie des populations. Mais encore une fois, c'est une décision à saluer. Et maintenant, il faut les moyens pour remettre de l'ordre dans le pays afin qu'il y ait la sérénité nécessaire pour le retour de ces enfants dans les écoles. Voilà. Credo, comment peut-on expliquer cette situation quand on sait qu'aujourd'hui, il y a G5 Sahel qui est là, on voit la France qui est derrière, les États-Unis qui disent qu'ils sont là pour appuyer ces forces-là, les préparer à éradiquer en quelque sorte ces djihadistes-là. Ne se pose pas un problème de compréhension et on dit les enfants restez à la maison depuis 2 ans, ils ne vont pas à l'école. Finalement, à quoi joue G5 Sahel? Non, je crois que G5 Sahel est en train de rechercher les solutions. Réunion sur réunion, pratiquement tous les 2 mois ou 1 mois. Réunion pour évaluer les mesures sécuritaires, toutes les opportunités. Donc, on ne peut pas leur reprocher cela. Maintenant, il va falloir conjuguer les énergies avec les puissances occidentales qui sont beaucoup plus outillées afin que ces pays du G5 Sahel soient beaucoup plus aidés. Donc, on ne peut pas
pas, dans une certaine mesure, leur en vouloir de multiplier les réunions parce qu'il faut chercher des approches de solutions. Maintenant, la problématique, c'est quoi? Ces enfants, cassent près de 400 000 ou bien plus de 400 000 enfants sont aujourd'hui à la maison, sont délaissés pour compte, des désœuvrés. Maintenant, comment faire au plus vite pour que ces enfants retrouvent les bancs des écoles en toute sécurité? Parce que les responsables ou bien les présidents du G5 Sahel n'ont pas pris une décision à la légère. Donc il faudrait qu'on insiste là-dessus parce que c'est après analyse et c'est parce qu'il y a des risques qu'on retrouve que les djihadistes là s'en prennent à ces enfants, à ces innocents de la société. Donc il faudrait dans un premier temps les protéger et c'est une décision de protection. Certes, est-ce que cette décision doit être pérenne? Et donc c'est là où le débat se pose. Donc il urge également que les approches de solutions soient vite retrouvées de concert avec, disons, les puissances occidentales, notamment la France. Qui est assez outillée en termes de renseignement et en termes de stratégie afin qu'on puisse venir... On a entendu la Russie qui s'est annoncée peut-être porter son appui à certains pays dans cette lutte-là. On attend finalement quoi? Qu'est-ce qu'on attend pour agir? Quand on sait que les États-Unis sont là, la France est là, il y a d'autres pays également, et finalement ça continue, il faut tuer. On a la semaine écoulée, on a entendu des morts qui ont été, laissés à certains endroits comme si c'était tués par les djihadistes qui, en réalité, ce sont des pièges pour tuer d'autres personnes qui luttent contre ces djihadistes-là. Non, mais je crois qu'on a même vu, donc on a même observé des corps humains qui ont été piégés. Voilà. Des cadavres qui ont été piégés pour créer encore d'autres victimes. Donc je crois que il y a urgence à la matière, urgence à ce que qu'on passe de l'étape de réflexion à l'action. Et l'action aussi ne peut pas être dans le vide. Donc il faudrait qu'avec le concours des puissances occidentales et internationales, circonscrire, disons, les stratégies d'opération de ces djihadistes et pourquoi pas aller rapidement à leur anéantissement. Germain Pouli, est-ce qu'on est à l'abri quand on voit un peu le Togo est un pays limitrophe du Niger, il y a le Burkina qui est là, le Mali un peu en haut, et on sait qu'il y a de cela une semaine, voire 2 semaines, un prêtre missionnaire a été tué juste à la frontière Togo-Burkina. Est-ce qu'on est vraiment à l'abri dans les jours qui viennent? Non, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri depuis le moment où la Côte d'Ivoire a été atteinte. Un pays pratiquement côtier, un peu éloigné de quelques centaines de kilomètres du Sahel. Donc on a compris que tous nos pays aujourd'hui sont exposés. On a compris aussi il y a quelques mois, quand des attentats aussi ont été déjoués au Ghana voisin, que le Togo n'est pas épargné. Et donc il y a quelques jours, le président s'était réuni justement à Accra pour réfléchir, pour envisager des solutions plus efficaces. Comme je le disais tout à l'heure, ce n'est plus une question de pays, ce n'est plus une question de partie du pays, de sous-région. Ce sont des organisations qui ont des tentacules dans tous les pays et qui sont capables à tout moment de frapper. Et comme le disent les spécialistes, c'est généralement un ennemi invisible. Voilà. Donc on ne le voit que quand il est en train de frapper ou quand il a fini de frapper. Et c'est un ennemi aussi qui est puissant parce qu'il n'a pas peur de perdre sa vie. Il ne va pas dans une guerre conventionnelle où il espère revenir. Souvent, il donne de sa vie pour créer plus de dégâts. Et donc, la lutte est beaucoup plus compliquée dans ce genre de situation. On va marquer une pause, la demi-heure, puis on revient dans quelques instants pour la suite du débat dans Regard Croisé.